Welcome and bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un peu une réorganisation de ce chariot. En soi, ça va être un book haul parce que je vais vous présenter pas mal de livres que j'ai acquis dernièrement parce que j'ai eu des chèques cadeaux, parce que j'ai eu une prime, donc j'ai eu envie de m'acheter des livres et parce que j'ai pas beaucoup acheté de livres entre janvier et avril et donc j'avoue que là je me lâche un peu. Sauf qu'un de mes objectifs c'est de ne pas trop me faire submergée par ma pile à lire, du moins qu'elle reste raisonnable. Donc je vais refaire un tour de ce chariot, voir s'il n'y a pas des choses que je peux me séparer, qui m'ont peut-être donné envie à un moment et qui me donnent plus envie maintenant. Je les donnerai, je les échangerai, enfin voilà, ça va, ça vient. Et je vais essayer de faire rentrer cela dedans à la place. Donc ça va être un book haul, un unhaul et en même temps une pile à lire de l'été parce que je vais vous montrer au fur et à mesure tous les livres que j'ai envie de lire cet été dans mes lectures personnelles. Ça va être une pioche à lire, pas une pile à lire parce que j'ai déjà tous les livres de la rentrée littéraire qui m'attendent juste ici. Et il y en a beaucoup comme vous pouvez le voir. Et pourquoi je prends l'apéro ce soir? Parce que nous sommes lundi et que ma semaine est déjà très mouvementée. Je suis rentré du boulot il y a 10 minutes, il est 20h12. Donc je suis rentré du boulot à 20h. Je vais pas manger ce soir, je vais juste grignoter 2-3 trucs. Je vais déjà vite fait faire un tour rapide pour voir s'il n'y a pas des choses dont je peux me débarrasser ou qui ne me font plus envie. Déjà celui-ci, Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, c'était un cadeau et en fait je l'ai gardé et je sais que... Enfin un cadeau. J'ai reçu une box littéraire en cadeau et ce livre était dedans et il me fait vraiment pas trop envie, enfin plus du tout envie, c'est du feel good et je sais que je le lirai pas donc ça sert à rien de le garder. Une place à prendre de J.K. Rowling, j'avais promis à une amie pour qui c'est son livre préféré que je le lirais et finalement je le lirai pas. Et si finalement un jour j'ai une envie subite de le lire, je le prendrai en numérique. Pareil pour Sols aveugles, Femmes endormies, c'est du Murakami, j'aurais bien aimé lire peut-être tout Murakami un jour, mais c'est des recueils de nouvelles et le dernier que j'ai lu de lui c'était Des hommes sans femmes et j'ai vraiment pas adhéré aux nouvelles, je crois que je suis même pas allé au bout donc je pense pas que celui-ci ça vaille la peine que je le garde. David Lodge, j'hésite, changement de décor. Est-ce que quelqu'un a lu cette trilogie? Je crois que ça s'appelle la trilogie universitaire. C'est 3 romans que David Lodge a écrits qui se passent à la fac, donc à l'université. Ils me faisaient tous très envie, les 3. J'ai acheté le premier et je l'ai toujours pas lu et je sais pas si j'ai envie de le lire maintenant. Celui-ci, Fleshmine des ennuis de Taffy Brodesser-Hackner. Pareil, je crois que c'est un espèce de polar feel good. Je m'étais dit peut-être pourquoi pas cet été le lire et finalement j'ai pas envie de le lire. Zim, Pachinko de Min Jin Lee, pareil il est tout neuf je crois et j'ai plus spécialement envie de le lire, vraiment la hype est redescendue. Au pire je regarderai la série télé mais flemme. Autant des romans européens dans une époque ancienne que ce soit le début du 20e siècle ou la fin du 18e siècle ça me dérange pas. Autant quand c'est dans... là ça se passe en Chine ou au Japon, je sais plus, en Corée pardon, bah ça me tente pas, vraiment j'ai aucun attrait pour ça. L'œil du pan de Lilia Sahin, je sais que j'avais pas spécialement aimé Soleil amer. Oh j'ai quand même envie, c'est très court en fait, ça fait 230 pages donc il y a peut-être moyen que je lise. Celui-ci je vous en ai pas parlé, enfin si je l'avais mis dans ma pile à lire du Shiny Spring Challenge, l'affaire Sparsholt de Alan Olinghurst, il me donnait très envie. J'ai lu quelques pages, je sais plus, une cinquantaine ou une centaine de pages, je sais plus vraiment où je m'étais arrêté. C'est un roman pareil universitaire en octobre 1940, donc pendant le Blitzkrieg. Un gars qui est athlète et rameur dans une université, enfin voilà, c'est vraiment le roman un peu... C'est pas de la Dark Academia, mais voilà. J'ai lu quelques pages et je me suis ennuyé, je voyais pas du tout où est-ce que ça allait nous mener, c'était très plan-plan, il se passait pas grand-chose, donc je préfère le donner, ça fera sûrement plaisir à quelqu'un d'autre. Pareil pour ce service de presse de Albin Michel, je l'ai commencé, je l'ai jamais terminé, ça s'appelle La petite famille de Ismaël Béat. C'est un peu comme Sa Majesté des Mouches. On est avec un groupe, ça se passe où dans un pays d'Afrique jamais nommé, voilà. On est avec 5 orphelins qui vivent dans une carcasse d'avion et se créent une petite société autour de cette carcasse d'avion. Ça me faisait penser à Sa Majesté des Mouches et encéphalogramme plat. Vraiment, j'ai eu aucun attrait à ma lecture, donc je préfère m'en débarrasser. Et là, mine de rien, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 7 romans en moins. Donc c'est pas mal parce que je pense que en termes d'achat, je dois être pas loin des 7 romans aussi. Non, il y a aussi ce roman de chez Gallmeister, Kathleen Dean Moore, Sur quoi repose le monde. C'est un essai que Gallmeister m'avait envoyé par erreur. En fait, j'avais demandé La cabane aux confins du monde de Paul Tremblay. Et j'avais reçu celui-ci. J'avais dit que je le lirais parce que ça me paraissait intéressant. C'était sur l'écologie, la condition animale, etc. Et c'est un peu trop philosophique à mon goût, donc j'ai pas trop aimé, j'ai pas accroché quoi. La philosophie et moi, ça fait 12. Donc dans mes achats récents, que je veux lire cet été déjà, il y a Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. Alors je ne sais même plus de quoi ça parle. Tout le monde me dit il faut que tu le lises, c'est une histoire d'amour homosexuel, c'est triste, enfin voilà. Les gens commencent à me connaître. Cyril n'est pas un vrai Avery et il ne le sera jamais. Du moins c'est ce que lui répètent ses parents, Maud et Charles. Mais s'il n'est pas un vrai Avery, qui est-il?
En gros, c'est l'histoire d'un gamin adoptif qui vit chez un couple de Dublin qui est assez aisé. Et lui ne l'est pas, hein, il vient d'une communauté rurale irlandaise. Et je crois qu'il est homosexuel. C'est une grosse fresque qui se passe donc, j'imagine, en Irlande. Christophe du compte Instagram Sur la route des livres, qui est un ami à moi, m'en a dit que du bien, donc je le lirai probablement. Vous avez vu, j'ai quand même réussi à libérer presque tout un rayon. Enfin, j'avais de la place, il y avait des trous, mais tout un rayon, donc ça c'est cool. Ensuite, je me suis acheté avec un chèque cadeau « Et tes parents, ils font quoi ?» de Adrien Nacelli au livre de poche. Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents. En fait, c'est un auteur qui a écrit dans le collectif PEDES. On n'a pas le droit de dire le mot sur YouTube, donc voilà. Le collectif chez Point. Et j'avais beaucoup aimé son texte. C'est le texte qui m'avait fait verser une larme que je trouvais très touchant sur la classe moyenne homosexuelle, j'ai envie de dire. Et c'était très très beau. Il n'est pas sociologue, il est journaliste, je crois, Adrien Nazelli. Mais dans cet ouvrage, il essaye d'interviewer des gens qui sont des transfuges de classe, donc qui sont passés d'une classe basse pauvre à une classe moyenne supérieure. Et ça peut être très intéressant. Je crois que ce sont des témoignages, donc cette succession de témoignages, ça m'intéresse beaucoup parce que je ne me considère pas moi-même comme transfuge, car mes parents se sont élevés socialement par eux-mêmes. C'est quelque chose que eux deux ont connu. Pour accompagner ma lecture de Marcel Proust, j'ai pris ce livre dans cette collection aux éditions Duno. C'est la collection À la plage. Il y a tous les grands auteurs à la plage, donc Proust à la plage, Colette à la plage, Nietzsche à la plage, enfin voilà, plein de grands auteurs assez célèbres. Et ce sont des petits dossiers, des petites biographies sur les différents auteurs. Comme j'ai envie de nourrir ma lecture de Proust, je me suis acheté ce livre. Et en fait, c'est marrant parce que ce livre, je l'avais acheté il y a, je sais pas, 3-4 ans, en me disant ça va peut-être me donner l'envie de lire Proust. Ça n'avait pas du tout fonctionné, je l'avais lu que genre 2-3 pages, et vu que je n'accompagnais pas cette lecture de ma lecture de La recherche du temps perdu, j'étais totalement hermétique. Sauf que là, maintenant, j'ai déjà lu le premier tome de La recherche du temps perdu, je suis en train de lire le deuxième. Je pense que ça va être un peu plus pertinent et intéressant pour moi d'en savoir plus sur Marcel Proust. Le sous-titre, c'est « Comment Marcel Proust a-t-il révolutionné notre conception de la littérature ?» et ça m'intéresse grandement. Par contre, ils sont pas donnés, genre les bouquins coûtent 16 balles, alors que c'est écrit très gros et qu'ils font à peine 200 pages. Dans les achats récents également, je me suis procuré un roman de Béatrice Cournut, Par-delà nos corps. C'est une lettre d'amour d'une femme juste avant la Seconde Guerre mondiale à un de ses amants. Et voilà, donc c'est très court, ça fait 110 pages, mais c'est vrai que tous ces textes un peu lettres d'amour me plaisent énormément. J'avais envie de lire Lettre à D de Gortz, je sais plus, enfin, le bouquin que tout le monde parle un peu partout parce que Margarito l'a lu et on a fait une critique élogieuse, donc du coup tout le monde l'a lu derrière elle. Dans le même genre, j'avais beaucoup aimé Cher Diego, qui est là t'embrasse aux éditions Babel, qui étaient des lettres fictives écrites à Diego Rivera. Oui, c'est ça, Diego Rivera, je crois. Le mec de Frida Kahlo. Et j'avais beaucoup aimé Zizi Cabane, le dernier roman de l'autrice, donc j'ai très envie de redécouvrir sa plume. Ensuite, aux éditions La Croisée, je me suis pris Les Nageurs de la nuit de Tomasz Jedrzejewski, qui est un roman entre deux jeunes étudiants dans la Pologne des années 80, donc la Pologne qui est sous le joug, la dictature du parti soviétique, parti communiste peut-être, communiste plutôt, oui. Et ces deux étudiants se rencontrent autour de la lecture d'un roman interdit de James Baldwin, donc j'imagine que c'est La Chambre de Giovanni, qui est probablement un roman interdit parce qu'il cause d'homosexualité et que ces deux personnages sont homosexuels. Ouh, il est très sexy l'auteur aussi. Donc ça se passe en Pologne, à Varsovie, et un des deux va vouloir rentrer dans le rang du parti et l'autre va vouloir devenir opposant politique. Donc c'est quand même un parti qui était très répressif à l'époque, le parti communiste de l'URSS. Donc j'ai très hâte de lire ce bouquin parce qu'en plus j'en ai vu que des critiques élogieuses de mes amis bookstagrammeurs gays. Le sauciflard là je pourrais en bouffer sur la tête d'un pouilleux. En plus là c'est un petit fouette très délicieux. Mazette. Aux éditions, alors vous allez rien voir du tout, aux éditions Toussaint Louverture, dans la collection La Belle Colère, je me suis pris Un jour je serai trop célèbre de Raziel Red. Et c'est l'histoire vraie de Lawrence King. Je ne sais pas du tout qui est Lawrence King. En gros, c'est un jeune qui grandit dans une ville du nord des États-Unis, une ville très ouvrière, recouverte de neige, dans lequel il ne se passe pas grand chose. Et lui, il est persuadé qu'il est une star, qu'il va être célèbre. Et je crois que Lawrence King est un acteur de cinéma, car c'est inspiré de sa vie. Et donc il doit fuir cette ville, il doit aller vivre de son talent ailleurs, dans une grande ville. Et je sais pas s'il va y arriver, mais en tout cas il est homosexuel. Voilà.
Mais c'est aussi une vie sur grand écran, le long métrage trash d'une nouvelle génération où sexe, drogue et alcool maquillent la dureté et le désespoir. Ça va se lire très vite parce que c'est écrit gros, je crois que c'est une collection qui est un peu destinée aux jeunes adultes ou aux adolescents chez Monsieur Toussaint l'Ouverture. En tout cas, c'est une collection que je ne connaissais pas. C'est vrai que, outre les grands animaux et les romans en hardback couverture tissée, plus les Blackwater maintenant, j'avais jamais vu cette collection qui est quand même assez jolie. On est sur du papier cartonné avec une écriture en relief pailleté, iridescent, phosphorescent. Je trouve ça magnifique. À Lille, je me suis procuré Vers cassé de Alain Mabankou. Alain Mabankou, c'est un auteur, je ne sais plus de quel pays d'Afrique il est originaire. Est-ce qu'il y a un résumé? Il est né au Congo-Brazzaville, donc c'est un Congolais. Et je l'ai entendu parler dans la grande librairie. C'était à quelle occasion? Je crois que c'était à l'occasion de la rentrée littéraire, car il a sorti un roman cette année à la rentrée littéraire. Et je l'avais trouvé vraiment très drôle, très frais dans sa façon de parler. Il disait que... Parce que en plus, c'est marrant, c'est marqué derrière, attends. Dans cette farce métaphysique où le sublime se mêle au grotesque, Alain Mabankou nous offre le portrait truculent d'une Afrique drôle et inattendue. Et il disait justement qu'il détestait toutes ces phrases d'éditeurs et de critiques littéraires qui, dès l'instant qu'on parlait de littérature africaine, c'était tout le temps une littérature qui se voulait drôle, truculente. Voilà, qu'on utilisait des adjectifs qui rabaissaient, qui discriminaient cette littérature africaine. Et j'ai trouvé ça très juste parce que c'est le cas, et peut-être que même moi, inconsciemment, je l'ai déjà fait en parlant de littérature africaine, d'en parler sous un certain prisme et de ne pas la mettre à la même échelle qu'une littérature européenne ou une littérature américaine. Donc je me suis dit ça va être mon mea culpa, c'est d'acheter ce roman de Alain Mabankou. Et en gros on va suivre un mec qui se fait surnommer Vers cassé et qui est un client assidu d'un bar congolais crasseux, un pilier de bar. Donc c'est toujours des choses qui me plaisent, ces histoires qui se passent dans des cafés, parce que le café pour moi c'est vraiment le lieu de sociabilisation par excellence, le lieu où on rencontre des gens, où on parle de notre vie, où on est vraiment nous-mêmes, surtout encore plus après un verre ou deux. Et j'adore cette littérature. Un ami a déménagé et du coup il a vidé sa bibliothèque et j'ai pu me servir. Je me suis donc pris Un garçon près de la rivière de Gore Vidal. C'est un roman qui est, je crois, assez emblématique de la littérature homosexuelle. On est avec deux jeunes qui, le temps d'un été, se rencontrent, donc Jim et Bob. Jim et Bob. Ils passent l'été ensemble, ils sont amoureux, mais ils se séparent, ils ne se revoient jamais. Et toute sa vie, Jim va essayer de retrouver Bob. Donc Jim voyage beaucoup parce qu'on nous dit qu'il passe de l'Alaska à Hollywood, par New York, dans le village, etc. Et à chaque fois, il semble chercher Bob, qu'il a tant aimé le temps de cet été. Et est-ce qu'il va le retrouver? Je n'en sais rien. Grand classique de la littérature, ce roman puissant et mélancolique n'a rien perdu de son charme. Car oui, je crois que c'est assez daté. L'auteur est né en 1925 et ça a été édité, je crois, en 1948. Donc c'est un roman qui a quand même 70 ans, donc je pense que 1948 c'est quand même très tôt pour un roman qui parle visiblement si ouvertement de l'homosexualité. Merde, je m'en étais pas rendu compte, c'est vrai. C'est dingue, j'ai très hâte de lire du coup, encore plus. Ce week-end je suis allé dans une bourse aux livres à Reims et je me suis retrouvé avec 3 poches pour 5 €, donc je trouvais que c'était assez peu cher. En premier je me suis pris Nature humaine de Serge Joncourt. Serge Joncourt a eu le prix Femina pour ce roman en... je ne sais plus quand, 2020, donc il y a 2 ans. C'est un roman qui n'est pas très vieux. Et je l'ai pris parce que cet été, enfin là, il y a genre 2 semaines, j'ai lu Chaleur humaine de Serge Joncourt, qui va être publié en septembre à la rentrée littéraire, que j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, en lisant le résumé de Nature humaine, je me suis rendu compte que c'était exactement les mêmes personnages qui étaient dans Chaleur humaine. Dans Chaleur humaine, on les retrouve au moment du confinement et du Covid, et là, on les retrouve au moment de la tempête de 1999, au mois de décembre 99, quand on est passé à l'an 2000. Et c'est encore une histoire de huis clos parce que Alexandre est seul, enfermé dans cette ferme du Lot, qui est le même lieu que dans Chaleur humaine. Et c'est exactement le même procédé parce qu'on est jour par jour, on nous raconte ce qui se passe. C'était exactement le cas dans Chaleur humaine. Donc je me dis comme ça, si je lis Nature humaine, quand je vais vous faire le point lecture où je vous parlerai de Chaleur humaine, je pourrais mettre les deux en relation. Pour le coup, j'ai tout compris, hein. Dans Chaleur humaine, j'ai rien perdu en compréhension de l'intrigue ou quoi que ce soit. Ce sont des livres qui ont des liens mais qui ne se lisent pas forcément l'un sans l'autre, quoi. J'ai trouvé également La bibliothèque de Mandchar de Scott Hawkins, qui est un premier roman. C'est de la fantasy, je pense, ou du fantastique en tout cas. On va être avec une jeune femme qui est orpheline et qui se fait recueillir par un mec qui s'appelle le père, avec un P majuscule. Et le père va l'emmener dans un espèce d'orphelinat où en gros il va enseigner des choses à tout plein d'orphelins et ils vont devoir protéger cette bibliothèque. Sauf qu'au moment où le père va disparaître, les gens, des forces obscures vont attaquer cette bibliothèque
et ils vont devoir la protéger à tout prix en l'absence du père. J'ai très hâte de savoir parce que je crois que Camelot Magicadou a beaucoup aimé. C'est un one shot et je crois que je n'ai presque plus du tout de fantasy dans ma pile à lire à part les Terry Pratchett. Je me dis que ça pourrait être très chouette. Enfin vraiment là actuellement j'ai très envie de le lire. Donc je vais essayer de faire durer un peu cette envie car je n'ai pas forcément le temps de le lire pour le moment, mais peut-être plus tard. Je me suis également acheté Michael Tolliver est vivant de Armistead Maupin, qui est le tome 7 des Chroniques de San Francisco. En fait, il y a quelques années, j'ai lu les Chroniques de San Francisco et je crois que je me suis arrêté au tome 7. Sauf que j'ai vu là sur Livre Addict qu'il y avait en réalité 9 tomes. Donc Michael Tolliver est vivant qui se passe, pareil, 20 années, enfin assez longtemps après les Chroniques de San Francisco, qui se concentre sur la vie de Michael. Le tome 8, lui, se passe également 20 ans avant et se concentre sur la vie de Marianne Singleton, le personnage principal des Chroniques de San Francisco, qui après 20 ans d'exil à New York retourne à San Francisco. Et le dernier tome, celui qui me donne très envie, je crois que c'est Adieu à Madame Madrigal, ou en tout cas il y a Madame Madrigal dans le titre du roman. Madame Madrigal c'est aussi un des personnages principaux de la saga, car c'est la logeuse de tout ce monde qui est propriétaire de l'immeuble dans lequel tout le monde habite. Et voilà, j'ai très envie de découvrir ce qu'ils sont devenus plusieurs années après, donc je commence avec Michael Tolliver est vivant, je poursuivrai sûrement avec les 2 autres romans. Dans les achats très récents, je pense que c'est tout. Je vais compter. Au total, ça fait 10 achats dernièrement, et je me débarrasse de 8 livres, donc en fait le ratio est plutôt ok. Dans le reste de ma pile à lire de l'été, j'ai très envie de lire Arcadia de Lauren Groff, qui est sur un jeune homme qui sort d'une secte très libertaire et qui doit apprendre à vivre dans la société de nos jours, qui n'est pas la société idéalisée, enfin le cadre, qui est complètement différent du cadre dans lequel il vivait au sein de la secte. J'ai toujours autant envie de lire, et je crois que je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, Un appartement sur Uranus de Paul Preciado, qui sont des brèves de je ne sais plus quoi. En gros, c'est des articles, je crois que Paul Preciado a écrit. Paul Preciado, c'est un homme transgenre qui a entamé sa transition de façon illégale et non contrôlée, je crois. C'est lui-même qui s'est injecté de la testostérone pour devenir un homme. Il a une question du genre très ambiguë parce que, enfin, je vous lis là le résumé derrière, c'est « Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je ne suis pas hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas bisexuel. Je suis un dissident du système sexe-genre, je suis la multiplicité du cosmos, enfermé dans un régime politique et épistémologique binaire. Je n'apporte aucune nouvelle démarche, je vous offre un morceau d'horizon. » Voilà, c'est quand même assez perché. Là par exemple, je vois des titres d'articles « Identité en transit »,« Mon corps n'existe pas »,« Voyage à Lesbos »,« Mon corps trans est une maison vide », avec Marx, le bonheur est émancipation politique. L'exposition apatride, ça fait partie de ma volonté de m'élever culturellement, d'apprendre plein de choses, notamment sur les questions de sexualité et de genre. Et je pense que c'est un auteur duquel on ne peut plus faire l'impasse maintenant, parce qu'il est quand même devenu une référence, enfin une pointure sur ces sujets-là. Une amie m'a donné À main nue de Amandine D, qui est une auteure lilloise, et en fait cette amie me l'a donné quand je suis allé à Lille, le jour où j'ai vu Coco, etc. J'ai vu également cette amie qui s'appelle Sarah, donc coucou Sarah si tu passes par là. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est, sauf qu'à la fin, il y a un calligramme en forme de fleur. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit également démonétisée. Donc voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a ce calligramme à la fin et que ça me donne très envie. Et pour finir, j'avais acheté ce roman, La pièce de Jonas Karlsson, qui est traduit du suédois, et je crois que c'est un peu un roman absurde sur un mec qui travaille dans une administration un peu fictive, où tout est très borné, tout est très normé, et que lui, il découvre une porte qui l'emmènerait vers un ailleurs, sauf que cette porte, il n'y a que lui qui la voit, il n'y a que lui qui peut rentrer dans cet ailleurs, donc il y a le choc qui fait sa litière. Et en plus, quand il fait sa crotte, il gratte pendant 5 minutes. Sauf que cette porte, en fait, il est le seul à la voir, il est le seul à pouvoir rentrer dans cette pièce, et tout le monde se fout un peu de sa gueule parce qu'il le voit devant un mur vide. Ça m'intrigue et ça a l'air un peu loufoque. Il n'avait pas fini sa crotte. Pêle-mêle, cet été, j'aimerais bien également lire Sidération de Richard Powers, mais ça c'est vraiment pas sûr, donc je vous en parle pas trop. C'est une histoire d'intelligence artificielle implantée dans le cerveau d'un jeune enfant, je crois. Et également Colline de Jean Giono, qui est la suite, qui fait partie du triptyque avec Regain, que j'avais beaucoup aimé, et qui est de la littérature assez immersive de la Provence. Oh putain, le chat a largué une caisse, enfin une crotte, qui enfume jusque dans le salon. C'est donc tout pour cette petite vidéo, pile à lire, réorganisation de bibliothèque, voilà, ce qui rentre, ce qui sort. J'espère que ça vous aura plu. Si j'ai donné des livres qui vous
Pas qu'ils vous font envie parce qu'on se verra jamais, donc je pourrais pas vous les donner. Sauf si vraiment vous habitez sur Reims, là on peut s'arranger. Qui doivent être plus, dites-le moi en commentaire, peut-être qu'il ne sera pas trop tard et que je pourrai toujours les récupérer. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la commenter. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.